processus, c'est un ensemble de cellules spécialisées dans une même fonction. Les cellules, jusqu'à l'histogénèse, hein, jusqu'au processus de différenciation, pour l'instant, elles sont indifférenciées. Autrement dit, si vous prenez une cellule qui va donner une cellule épidermique ou une cellule qui va donner un myocyte, elles apparaissent toutes de la même... ils ont les mêmes caractéristiques, on ne peut pas les distinguer. Alors, petit 1, la myogénèse comprend la différenciation en fait des myocytes et on va étudier du coup les myocytes des vertébrés et même plus exactement ceux des muscles striés, hein, les muscles squelettiques. Alors, j'ai remis du coup à la diapositive 117 des rappels, enfin un document qu'on avait étudié dans le cadre de la vache, hein, le chapitre B2A1. On avait vu que les muscles striés squelettiques étaient organisés en paires, enfin en tout cas, ils marchaient souvent par deux groupes, ce qu'on appelait les groupes antagonistes, avec des muscles extenseurs et des muscles fléchisseurs, hein, donc qui permettaient notamment de faire une extension du segment considéré ou une flexion du segment considéré quand il se contractait. Hein, et quand l'un des muscles se contractait, l'autre du coup devait se relâcher. Hein. Donc ici, on a les muscles extenseurs et fléchisseurs de la jambe. Hein. Ici, ce sont du coup les muscles extenseurs et fléchisseurs du doigt, hein, qui seraient ici. Hein. La jambe serait là et ici, on aurait la cuisse. Alors, quand on regarde, quand on zoome en fait sur un muscle, c'est un organe, et on trouve du coup un tissu, hein, le tissu musculaire qui est constitué de cellules musculaires qu'on appelle aussi des fibres musculaires parce que ce sont des cellules très allongées. Donc déjà, voilà une première caractéristique, hein, de ces cellules. Hein, ce sont pas du tout des cellules qui sont un peu cubiques. Ce sont des cellules au contraire qui sont très longues, très allongées. Hein. On appelle ça du coup des fibres musculaires. Hein, c'est le nom du coup des myocytes. Ce qu'on voit aussi à l'intérieur de ces myocytes, on voit que en fait dans le cytoplasme il y a plusieurs noyaux. Hein. Donc ce sont des cellules un peu particulières puisque ce sont des cellules du coup plurinucléées avec plusieurs noyaux. Hein. Elles sont du coup en forme de fuseau et de grande taille. Hein. Et puis, quand on regarde aussi ces cellules au microscope, donc là, j'ai pas montré d'image au microscope, mais vous aviez ça dans le diaporama en fait de la vache. Elle montre une certaine striation, hein, une striation transversale. Hein. Donc, on voit une sorte de répétition là d'une bande qu'on appelle la bande Z, hein, puis ensuite une zone un peu plus claire, et puis une zone de nouveau foncée, une zone plus claire, une zone encore foncée, une zone plus claire, et on retrouve en fait notre ligne Z. En fait, cette unité, elle va se répéter, et cette unité, elle s'appelle le sarcomère. Cette striation que l'on voit ici, transversale, comme les sarcomères sont tous alignés, on va la retrouver à l'échelle de toute la fibre, et on aura aussi une striation longitudinale puisqu'on a des unités qui sont mises en parallèle et qui s'appellent en fait les myofibrilles, hein, dont on a ici une structure. Alors si je zoome, je suis à la diapositive 118. Alors effectivement, je retrouve du coup ici l'idée de mon sarcomère avec ces bandes très foncées, hein, qui sont les stries Z, hein, les stries ou les lignes Z. Et puis après, cette zone plus claire, ensuite cette zone plus foncée, cette zone plus claire de nouveau, cette zone plus foncée qu'on a déjà retrouvée, et puis cette zone plus claire. Hein, donc on retrouve du coup l'ensemble du sarcomère. En fait, il s'agit d'une organisation avec des éléments du cytosquelette qui sont en fait des éléments qu'on connaît pour certains, c'est les filaments fins d'actine, hein, qu'on va appeler du coup, comme ils sont présents dans les cellules musculaires, on appelle ça des myofilaments fins d'actine. Et puis à côté de ça, on a ici en violet des myofilaments épais de myosine, hein, donc un nouvel élément du cytosquelette qu'on n'avait pas vu puisque on connaissait les microtubules et on connaissait les filaments intermédiaires. Ils se disposent l'un à côté de l'autre. En tout cas, on voit qu'il y a une disposition un peu particulière. Donc là, on a simplement en 2D, mais cette disposition, elle est en 3D. Hein, et à la fin, elle nous donne des grosses structures, des gros édifices
supramoléculaires qui s'appellent les myofibrilles. Donc là, vous avez une myofibrille et en fait, dans une cellule musculaire, eh ben, on a plusieurs myofibrilles. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit en fait que notre strie Z, eh ben, elle correspond tout simplement au point, une zone de réunion en fait des myofilaments fins qui apparaissent en orange, et que notre bande ici qui paraît plus foncée, eh ben, c'est tout simplement une bande où on a le chevauchement hein, des myofilaments épais de myosine avec les myofilaments fins d'actine. La zone plus claire qui est juste après la strie ou la ligne Z, eh ben, c'est une zone où on n'a que justement les myofilaments fins d'actine. Et donc, du coup, elles apparaissent plus claires. Et dans ma grande bande qui est foncée, là, eh ben, j'ai une zone qui est un petit peu plus claire, qui correspond tout simplement à une zone où on a que des myofilaments épais de myosine. Donc, du coup, si au microscope électronique, hein, quand les électrons vont passer, eh ben, des zones vont apparaître moins denses, comme par exemple cette zone-là, hein, les zones qui sont claires ici, la zone qui est au milieu, tout simplement parce qu'il n'y a qu'un type de myofilament hein, qui est dans cette zone, alors que dans cette zone-là, hein, ici et là, eh ben, on a cette fois-ci la superposition de deux types de myofilaments. Du coup, ça rend la zone beaucoup plus dense. Là, du coup, entre deux stries Z ou deux lignes Z, eh ben, on a un sarcomère. Et si je regarde au moment de la contraction, eh ben, je me rends compte que la longueur, en fin de compte, de ce sarcomère a été réduite. Et en fin de compte, et on voit bien que les zones qui sont claires ici, eh ben, elles se sont aussi réduites, hein, tout simplement, et ainsi que la zone claire aussi au milieu. Hein, et ben, tout simplement, il y a eu un coulissage, un glissement hein, des myofilaments fins d'actine le long des myofilaments épais de myosine. Hein, donc, il y a eu une sorte de coulissage et du coup, ça a réduit la longueur du sarcomère. Et comme tous les sarcomères ont réduit leur longueur, et ben, au final, ça va réduire la longueur de la myofibrille. Et comme toutes les myofibrilles ont réduit leur longueur, et ben, ça va réduire du coup la longueur de la cellule musculaire, autrement dit du myocyte ou de la fibre musculaire. Et comme toutes les fibres musculaires ont réduit leur longueur, et ben ça va réduire la longueur en fait du muscle et du coup on sera en contraction. Donc du coup on voit bien ici qu'on a déjà des caractéristiques très spécifiques à cette cellule musculaire. Elle est plurinucléaire, elle a plusieurs noyaux. C'est une cellule qui est très grande, hein, elle fait jusqu'à plusieurs centimètres de long, hein, parfois à la longueur du coup du muscle. Elle est aussi en forme très allongée, en forme de fuseau, et elle présente cette striation du coup transversale et longitudinale qui est due à une organisation spécifique en myofibrilles qui s'organisent elles-mêmes en sarcomères qui sont constitués de myofilaments fins d'actine et de myofilaments de myosine. Hein. Et d'un point de vue fonctionnel, en fin de compte, ce qui va déclencher en fin de compte ce raccourcissement des sarcomères, de tous les sarcomères des myofilaments des cellules musculaires, hein, d'une cellule musculaire, et ben ça va être justement l'arrivée d'un message nerveux avec du coup la transmission grâce à une synapse neuromusculaire, qu'on peut appeler aussi une jonction neuromusculaire, et avec du coup l'exocytose d'acétylcholine, qui est du coup le neurotransmetteur au niveau de cette jonction musculaire. Et quand elle va, quand l'acétylcholine va se fixer, et ben, ça va créer un potentiel d'action musculaire qui va se propager et qui va permettre justement de provoquer du coup ce glissement des myofilaments fins avec les myofilaments épais des myofilaments fins le long des myofilaments épais de myosine, myofilaments fins d'actine. Alors, sur cette diapositive-là, on voit aussi encore de nouveau une caractéristique un peu spéciale, deux d'ailleurs. On voit ici la membrane plasmique qui est appelée sarcolème, hein, un peu à l'image de plasmalème. Hein, on avait vu, c'était le nom de la membrane plasmique des cellules végétales. Et en fait, la membrane plasmique, elle fait des invaginations hein, comme des puits hein, à l'intérieur de la cellule. En fait, ça va permettre de conduire en fait le potentiel d'action musculaire jusqu'au plus profond de la cellule, puisque je vous rappelle que le potentiel d'action, il se propage le long de la membrane, et ça va pouvoir l'amener jusqu'à du réticulum endoplasmique qui a une forme un petit peu particulière,
très tubulaire et qui couvre, en fait, qui recouvre les myofibrilles. Hein, les myofibrilles, je vous rappelle que c'est justement ces espèces de cylindres qui sont des échafaudages du coup de myofilaments, fins d'actine et épais de myosine. Et du coup, ce potentiel d'action, en fait, il agira, il permettra d'agir sur ce réticulum endoplasmique qui va du coup libérer du calcium, qui sera l'élément déclencheur, un peu comme une sorte de second messager pour déclencher du coup le processus de glissement des myofilaments épais et fins d'actine et de myosine, enfin de myosine plutôt et d'actine, filaments épais de myosine le long des filaments fins d'actine. Donc cette contraction, elle est illustrée par la diapositive 120. Hein. Donc en fait, on voit, donc on n'a bien évidemment pas à l'apprendre complètement. Enfin, on n'a pas à l'apprendre, on a juste à regarder du coup la diapositive. Mais ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est que, eh ben, lors de la contraction, en fait, on voit bien que l'on a l'utilisation de l'ATP. Hein. Et cet ATP, en fin de compte, on voit que, en fait, à l'origine, donc ici, notre câble qui est violet, du coup, c'est le myofilament épais de myosine, qui est constitué d'unités avec des têtes de myosine. Donc, on a une réunion de différentes unités ici. Hein, et donc là, on voit une seule unité avec ici une tête, mais si on irait plus loin, ben, on aurait une deuxième tête qui viendrait d'une autre unité et ainsi de suite. Et on voit que cette tête de myosine, elle est fixée en fait sur un myofilament fin d'actine. Hein, donc, on voit d'ailleurs les unités d'actine G. Hein, on rappelle les monomères qui s'associent pour donner du coup ce filament fin d'actine qu'on appelle aussi l'actine F. Hein. Et quand l'ATP se fixe ben, sur la tête de myosine, et ben, ça provoque un changement de conformation de cette tête de myosine qui du coup et ben, se dissocie, se libère finalement du filament fin d'actine. Autrement dit, en fait, on baisse l'affinité hein, de la tête de myosine pour le filament fin d'actine. Une fois que l'ATP a été fixé sur la myosine, eh ben, il va s'hydrolyser. Hein, et du coup, cette tête de myosine en fait, sera fixée à l'ADP et au PI. Enfin, le PI va s'en aller assez rapidement à l'ADP. Et ça va provoquer aussi de nouveau un changement de conformation. Et on voit que la tête de myosine, en fait, elle s'est coudée. Hein. Donc, elle a un angle qui est maintenant obtus, alors qu'ici, l'angle était aigu. Hein. Et une fois qu'elle a formé, du coup, qu'elle a changé cette conformation, hein, et ben, elle va avoir son affinité pour le filament fin d'actine qui va augmenter. Et du coup, la tête de myosine va se fixer sur le filament fin d'actine. Hein, donc là, l'affinité du coup pour la tête de myosine pour l'actine a augmenté. Et on va libérer l'ATP et le PI, et ça va provoquer encore de nouveau un changement de conformation, et notre tête de myosine va basculer, hein, retrouver cet angle du coup aigu, et ça va provoquer du coup le glissement, hein, ça va provoquer un mouvement hein, vers le centre en fait du sarcomère des filaments, et du coup eh ben, en glissant, hein, c'est-à-dire mes têtes là en créant du coup du mouvement, eh ben, elles vont réduire un tout petit peu du coup la distance, la longueur en fait du sarcomère, et on recommence ce cycle, et du coup progressivement eh ben, on a nos filaments fins de myosine et nos filaments fins d'actine et nos filaments épais de myosine qui glissent l'un par rapport à l'autre et qui réduisent du coup la longueur du sarcomère. Donc là, on voit bien que eh ben, dans notre fonctionnement, hein, on a de la cellule musculaire, on a une importance de l'ATP hein, qui permet du coup eh ben, de convertir l'énergie chimique qui est contenue dans l'ATP en une énergie mécanique, puisqu'il s'agit d'un mouvement. Donc, il s'agit bien d'une conversion chimio-mécanique. Alors, associé à ça, on ne le voit pas, je ne les ai pas mis sur les images, mais associé à ça, ce sont des cellules qui contiennent beaucoup de mitochondries, hein, puisqu'il faudra régénérer énormément de molécules d'ATP.
dernière chose, bon, oui, non, j'ai terminé du coup sur ces caractéristiques structurales et fonctionnelles. Est-ce qu'il y a des questions sur ces caractéristiques structurales et fonctionnelles de la cellule musculaire, du myocyte ou fibre musculaire? Donc, dans votre cours, je vous ai listé en fait toutes ces caractéristiques, hein, donc à connaître. Et, et du coup, il faut bien avoir conscience que cette cellule musculaire, eh ben, son génome, autrement dit l'ensemble de ces molécules d'ADN, eh ben, c'est les mêmes que finalement le zygote, que la cellule œuf, hein. C'est-à-dire que toutes les cellules d'un organisme ont exactement le même génome. Donc, si cette cellule, elle acquiert des caractéristiques spécifiques, hein, que ce soit des caractéristiques structurales, d'organisation, ou que ce soit des caractéristiques fonctionnelles comme la capacité justement à transmettre un potentiel d'action, comme la capacité à se raccourcir, etc. Tout ça, ce sont des caractéristiques fonctionnelles. C'est que du coup, eh ben, par rapport à une autre cellule comme une cellule épidermique, eh ben, elle a exprimé une partie de son génome que la cellule épidermique n'aura pas exprimé, mais que la cellule épidermique, elle aura exprimé d'autres gènes. Donc, chaque cellule spécialisée, hein, va exprimer une partie des gènes. Donc, du coup, il y a un contrôle. Ça veut dire qu'il faut forcément, bah, du coup, induire, enfin, plutôt activer la transcription de certains gènes et au contraire réprimer la transcription d'autres gènes. Par exemple, ma cellule musculaire, bah, elle ne va pas exprimer les gènes qui permettent de fabriquer les enzymes pour synthétiser la mélanine, qui est un pigment des cellules musculaires, des cellules épidermiques. Par contre, elle va devoir exprimer le gène qui permet de fabriquer du coup l'actine ou qui permet de fabriquer la myosine et ainsi de suite. Alors, du coup, eh ben, c'est ce que je vous ai mis dans le cours, hein. Il va falloir du coup qu'il y ait la transcription de gènes qui sont impliqués dans ces fonctions. Comme par exemple, bah, on peut citer du coup les gènes qui commandent la synthèse de l'actine, de la myosine, hein. Tout ça, ce sont des protéines structurales, mais aussi d'autres protéines plus fonctionnelles, comme par exemple la myoglobine, hein. On se rappelle que dans le cytoplasme en fait, des cellules musculaires, eh ben, il y a de la myoglobine qui est du coup une globine, hein, enfin, une protéine à structure tertiaire qui permet de stocker du dioxygène, ou comme par exemple, on avait vu aussi que cette cellule, elle était capable d'une fermentation lactique, hein. Donc, pour faire la fermentation lactique, il faut une enzyme, hein, particulière, hein. Ou alors, par exemple, pour transmettre du coup le potentiel d'action, il faut des canaux voltage dépendants. Donc, il va falloir exprimer les gènes qui permettent d'obtenir ces protéines, ou alors, par exemple, la protéine qui va constituer le récepteur nicotinique à l'acétylcholine. Donc, du coup, il va falloir qu'on comprenne bah, comment on peut justement partir d'une cellule indifférenciée et arriver tout à la fin à une cellule musculaire. Alors, justement, cette différenciation, en fait, elle va s'inscrire dans un processus plus global qui s'appelle la myogénèse. Donc, myogénèse, ça veut dire en fait la formation des cellules musculaires. Alors, au tout départ, en fait, il va y avoir un processus qui n'est pas d'ailleurs schématisé dans le diapositive 121. C'est un processus d'induction, de détermination. Il va y avoir la détermination d'une partie des cellules du dermomyotome, hein, qui vont être déterminées du coup à devenir des myoblastes. Les myoblastes étant les cellules musculaires, enfin les cellules précurseurs des cellules musculaires, hein, qui sont en fait des cellules mononucléaires, donc à un seul noyau, sous l'influence en fait de facteurs paracrines, hein, des structures environnemantes. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que mes cellules myoblastes, eh ben, elles vont proliférer, hein. Elles vont proliférer avec notamment la présence de facteurs de croissance, hein, qui sont, donc là on voit qu'il y a cell multiplication, donc une multiplication des cellules, et elles vont aussi migrer. Elles vont migrer dans mon embryon, hein, pour aller constituer bah, les muscles là où ils sont, hein, donc notamment à proximité du squelette, hein. Donc il va y avoir une deuxième phase qui va constituer une prolifération et une migration de ces cellules jusqu'à leur site du coup de différenciation. Et enfin, il va y avoir une phase de maturation,
hein, ou véritablement de différenciation au sens strict, hein, où on va passer du coup de myoblastes à des myotubes, puis à des myocytes. En fait, ce qui va se passer, c'est que mes cellules, elles vont prendre une forme un peu fusiforme et elles vont s'aligner et mes myoblastes, en fait, vont fusionner. Hein, donc, par exemple, ici, bah, ma cellule ici, elle est issue de la fusion de 3 cellules. D'ailleurs, on en garde une trace du nombre de cellules par le nombre de noyaux. Hein, on obtient ce qu'on appelle des myotubes, hein, qui sont encore pour l'instant des cellules qui n'ont pas encore toutes les caractéristiques des cellules musculaires. Et puis, quand elles vont exprimer tous leurs gènes qui permettent de fabriquer les protéines spécifiques à ces cellules, comme par exemple l'actine, la myosine, le récepteur nicotinique, comme les canaux voltage dépendants, comme et ainsi de suite, l'enzyme de la fermentation lactique, et ben, elles vont, ou la myoglobine, et ben, elles vont devenir du coup des cellules musculaires ou fibres musculaires. Donc, notre myogénèse, elle comprend en gros 4 étapes. Une étape de détermination, hein, ça veut dire que eh ben, on va déterminer des cellules du mésoderme, plus exactement même des cellules des somites, plus précisément encore des cellules du dermomyotome en myoblastes. Hein. Donc, on va les induire en myoblastes. Ça veut dire qu'à ce moment-là, mon dermomyotome, il se sépare, les cellules qui ont été induites en myoblastes, ils vont constituer du coup le myotome. Et puis les autres eh ben, vont former en fait le dermotome. Donc, donc autrement dit, elles donneront les cellules du derme au niveau du dos. Puis ensuite, du coup, deuxième phase, une phase de prolifération. Donc mes myoblastes se multiplient. Hein. Puis ensuite, une phase de maturation, hein, plus exactement de fusion, hein, des myoblastes qui vont donner du coup des myotubes. Et puis ensuite, une phase de maturation où les myotubes donnent les cellules musculaires avec toutes leurs caractéristiques. Et on peut considérer que la fusion plus la maturation, eh ben, c'est véritablement la différenciation au sens strict. Donc, le passage des myoblastes jusqu'aux myocytes, c'est vraiment la différenciation. Alors, comment ça se fait? Est-ce qu'il y a des questions sur tout ça? Donc, comment ça se fait du coup cette myogénèse? Et cette myogénèse, elle va se faire en fait sous le contrôle de facteurs de transcription qui sont eux-mêmes sous le contrôle en fait de facteurs paracrines. Hein, donc, c'est cette diapositive-là qui est ici. Hein, donc, regardez, on retrouve du coup nos étapes de la myogénèse avec ici nos cellules du dermomyotome qui vont subir une détermination, une prolifération, une migration et donner des myoblastes. Hein, donc, les myoblastes sont issus de leur détermination. Ils prolifèrent, puis ils migrent vers la zone où ils vont former le muscle. Ils fusionnent pour donner le myotube et ils sont maturés pour donner un myocyte. Avec là, on voit très bien ce qu'ils nous ont représenté par des câbles ici. Ce sont les myofibrilles, c'est-à-dire les édifices supramoléculaires de myofilaments fins d'actine et de myofilaments épais de myosine. Alors, en fait, toute tout ce processus qui permet du coup de fabriquer toutes les protéines nécessaires à la spécialisation du myocyte, ça va se faire via des facteurs de transcription dont vous avez tous les noms ici, MyoD, MIF5 et MRF4. Hein. Donc tout ça, ce sont des noms de facteurs de transcription. Donc, ces facteurs de transcription, en fin de compte, ils vont permettre la détermination, la prolifération et la migration des myoblastes pour MIF5 et MyoD. Hein. Pour MRF4, on voit que lui, il intervient quasiment sur tout le long du processus de myogénèse, hein, que ce soit dans les étapes précoces comme la détermination, la prolifération et la migration, que dans des étapes plus tardives comme la différenciation, autrement dit la fusion et la maturation. Hein. Et puis on a la myogénine qui est ici, hein, et qui est impliquée, elle, dans la fusion des myoblastes. Hein. Et notamment pour donner du coup les myotubes. Hein. Donc on a des facteurs de transcription, autrement dit des protéines qui vont venir se fixer sur des enhancers et qui vont aller activer du coup
des gènes nécessaires pour réaliser toute cette différenciation, notamment hein, pour obtenir toutes les protéines qui sont spécifiques, qui doivent être présentes en fait dans les cellules musculaires. En fait, en amont de ces facteurs de transcription, eh ben, on a des gènes homéotiques et notamment les gènes PAX qu'on avait vu et plus particulièrement le gène PAX3. Donc, je vous rappelle que ce gène PAX, les gènes homéotiques, eh ben, ce sont des gènes qui sont des gènes architectes, hein, qui vont en fait, quand ils vont être exprimés, vont donner eux-mêmes des facteurs de transcription qui vont permettre eh ben, de contrôler la transcription, l'expression, excusez-moi, des gènes. Donc, ça veut dire qu'ils vont réprimer certains gènes et activer l'expression d'autres gènes. Donc, en fait, le gène homéotique PAX3 et d'ailleurs aussi PAX7 eh ben, permettent d'activer du coup l'expression des gènes MyoD, MIF5 et MRF4, ainsi que d'ailleurs la myogénine. Autrement dit, elles vont permettre d'obtenir du coup nos facteurs de transcription qui intervenaient en premier ordre. Donc là, je suis en second ordre, je suis du coup à un niveau au-dessus, hein, à un niveau, c'est-à-dire mes gènes homéotiques contrôlent mes gènes ouvriers qui vont permettre de fabriquer des facteurs de transcription classiques. Et puis au-dessus de ces gènes homéotiques, eh ben, j'ai encore d'autres gènes, j'ai encore d'autres choses, un autre contrôle, c'est des signaux extracellulaires. En fait, ce sont des facteurs paracrines qui sont produits par les structures environnantes, hein, par donc les structures qui environnent du coup les myoblastes. Donc, ça fait référence à cette diapositive qu'on avait vue un peu plus avant. Hein. Ici, regardez, on a l'influence du tube neural, de la corde, du mésoderme, des pièces latérales et aussi de l'épiderme qui envoient des signaux qui vont justement permettre l'expression des gènes homéotiques et notamment le gène homéotique PAX3 et PAX7. Il y a quelqu'un qui a oublié son micro. Je ne sais pas qui c'est. Et si je finis du coup tout ça, il va y avoir aussi un processus qui intervient avec nos facteurs de transcription, avec nos facteurs de croissance. Ces facteurs de croissance, en fait, ce sont des facteurs qui ont tendance à inhiber en fait la différenciation. Et en fait, ces facteurs de croissance, tout simplement, cette inhibition, elle va être levée à cause de la prolifération. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les myoblastes vont proliférer et vont être avec un nombre suffisant pour que ces myoblastes en fait se touchent l'un et l'autre. Et les contacts à ce moment-là stimuler va en fait stimuler à un niveau très élevé l'expression du gène MyoD et c'est qui va inhiber du coup l'expression en fait des facteurs de croissance et du coup lever l'inhibition pour aller s'engager du coup véritablement dans la différenciation et poursuivre du coup le passage des myotubes, enfin des myoblastes aux myotubes et aux myocytes. Donc c'est ce qu'on appelle en fait l'effet de communauté. Hein, bon, ça c'est un petit peu plus à mettre un petit peu plus de côté. Enfin, c'est plus en remarque qu'autre chose. Hein. Donc ce que vous devez retenir en fait sur cette diapositive, c'est que on voit bien qu'en gros, les structures environnantes comme le tube neural, comme la corde, etc., vont vont sécréter en fait des protéines qui sont du coup des signaux extracellulaires, des facteurs paracrines, qui vont eux-mêmes induire l'expression de gènes homéotiques, et notamment du gène homéotique PAX3. Ce gène homéotique PAX3 va lui-même induire la transcription, l'expression d'autres facteurs de transcription comme MIF5, MRF4, MyoD et la myogénine. Et ces facteurs de transcription vont permettre en fait d'exprimer une partie du génome qui permettra d'obtenir les protéines spécifiques
à la cellule musculaire et donner véritablement une cellule musculaire. Du coup, on sera passé de cellules du dermomyotome, qui sont des cellules indifférenciées, on est incapable de dire ce sont des cellules qui vont finir dans quel tissu, à des cellules avec des caractéristiques bien